Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Libre Ensemble, votre rendez-vous de la laïcité. Nous avons le plaisir de recevoir ce soir Pascal Chiamala. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes médecin spécialiste en hépato-gastro-entérologie, coordonnateur du programme national de lutte contre les hépatites virales en République démocratique du Congo et vous venez d'être élu à la tête de l'association Humanisme et Solidarité, une association basée à Kinshasa qui vise notamment à assurer aux jeunes Congolais une éducation fondée sur la raison, l'indépendance d'esprit et la liberté de conscience. Libre Ensemble, Vinciane Colson, Jacques Nizin. Pascal Chiamala, j'avais d'abord envie de vous poser une question un peu plus générale. Les nouvelles qui nous parviennent du Congo ces derniers mois sont plutôt catastrophiques, dramatiques. On parle de millions de déplacés suite au conflit dans le Nord Kivu. On parle de violences sexuelles à l'encontre des femmes dans les camps. On parle d'arrestations arbitraires de journalistes. On parle d'une élection présidentielle mal organisée et aux résultats contestés par certains candidats. Comment ça va sur place à Kinshasa ? Eh ben, ça va comme ça va partout dans le monde. Il y a tout le temps tout un tas de problèmes. Concernant les millions de morts à l'est des pays, ça se passe déjà depuis plus de 30 ans. Depuis plus de 30 ans qu'on tue les gens dans l'ignorance totale de la communauté internationale. Et comme ça se fait dans toutes les guerres, il y a tout un tas d'exactions. Effectivement, il y a des femmes qui sont violées. Et là, il faut souligner quand même l'excellent travail du professeur Mukwege, qui se bat comme il peut pour faire en sorte que les droits, que ces femmes ne soient plus violées, ce qui est difficile pendant une guerre, parce que c'est une arme de guerre, malheureusement. Et concernant la vie politique, la vie politique, elle est ce qu'elle est. On a fini le premier mandat de 5 ans du président Tshisekedi avec tout un tas de problèmes. Notamment le problème de leadership, le problème de partage de pouvoir, ce qui a été difficile pour lui et pour les autres aussi, parce que chacun cherche à, soi-disant, aider le peuple, mais bon, le peuple dans tout ça est laissé à lui-même. Et le combat est fait entre les leaders, ce qui fait que, bon, le président Tshisekedi prétend qu'il n'a pas eu assez de temps pour pouvoir arranger les pays tel qu'il avait souhaité l'arranger. Et sur les 5 ans, il peut dire qu'il a travaillé seulement 2 ans. Et c'est ainsi qu'il a organisé cette élection qui, effectivement, est contestée par d'autres. Mais ça, c'est de bonne guerre. Chez nous, en tout cas en Afrique, les adversaires contestent toujours les résultats des élections de l'adversaire. Mais bon, ce qui est là est là. Maintenant, nous attendons que ces résultats, même s'ils sont considérés comme truqués par les uns et les autres, qu'on puisse mettre en place un programme qui aille dans le sens que le peuple soit dégagé de toute cette souffrance, la guerre, mais il y a surtout la pauvreté qui est là et qui constitue un problème majeur auquel il faut s'attaquer, mais qui ne semble pas malheureusement être l'objectif actuel de nos dirigeants. Alors, cette lutte contre la pauvreté, elle peut passer aussi par le développement de l'éducation, le développement de l'école, parce qu'on donne finalement à ces enfants, j'imagine, un repas peut-être à l'école, on leur donne des conditions peut-être pour de bien-être et d'évolution vers moins de pauvreté. Or, le développement de l'école, c'est un des projets de votre association, donc Humanisme et Solidarité. Sur quoi vous travaillez exactement ? En fait, je viens d'être élu président de cette association qui a pour objectif de prévenir, ou plutôt de faire en sorte que la laïcité soit
un des motifs principaux, notamment dans l'éducation. Effectivement, dans notre Constitution, il est dit que l'État congolais est un État laïque. Ça, c'est un. Deux, dernièrement, sous l'égide du président Tshisekedi, on a choisi de faire en sorte que l'école primaire soit gratuite. Et c'est en fait ce qui est en train de se faire. Mais il ne suffit pas de proclamer que l'école soit gratuite pour que ça le devienne vraiment. Oui, il faut veiller à d'autres problèmes parce que s'il n'y a pas seulement les paiements des Minerval qui constituent un élément pour aller à l'école librement, mais il y a tout un tas de choses. Il y a le programme de l'école, il y a l'état social de l'élève, l'élève qui quitte sa maison pour aller à l'école, doit manger, doit boire, doit avoir l'uniforme. Enfin bref, tous ces aspects qui accompagnent la gratuité ne sont pas encore dans la préoccupation malheureusement des dirigeants, mais nous devons, nous, comme association, essayer de tirer parti de là et de faire en sorte que ça puisse être une réalité. Oui, et j'imagine aussi travailler sur la gratuité de l'école, travailler aussi sur vraiment l'école publique laïque, comme vous l'avez dit, parce que finalement la laïcité est inscrite dans la Constitution congolaise, parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'écoles plutôt religieuses. Oui, il y a plutôt des religions, des écoles catholiques. L'école catholique est la plus répandue dans notre pays, parce que depuis l'indépendance, depuis même avant l'indépendance, c'était les religieux, donc catholiques, et dans un moindre mesure les protestants qui avaient la primauté de l'école. C'est un peu avant l'indépendance qu'il y a eu l'école publique, grâce à un ministre belge de l'éducation, qui a pu instaurer cela, l'école publique. Mais en termes de qualité, l'école publique n'a pas, malheureusement, les avantages, n'offre pas aux élèves les avantages en éducation civique, en éducation sportive, c'est que l'école conventionnée, catholique par exemple, peut donner. Ouais. Et pourquoi c'est important pour vous de continuer à développer cette école publique et de ne pas laisser justement toute la place aux écoles religieuses ? Oui, c'est important parce que c'est par la jeunesse qu'on commence à éduquer tout un peuple. Et nous sommes un peuple très, très dispersé, très variable. Nous sommes 450 tribus différentes et ça fait tout un problème de pouvoir apprendre à habiter ensemble. Et ça, c'est un. Deux, c'est que font les écoles conventionnées. Ils disent par exemple que la meilleure école, c'est l'école catholique, c'est l'école protestante, etc. Ça crée aussi au niveau de la société des séparations, et surtout si elles sont religieuses, qui vont jusqu'à des combats, à des luttes entre les partisans. Mais si on développe une école public, on va imprégner, c'est ça l'idée, que l'homme est libre de pouvoir décider de son avenir, à condition qu'il respecte les règles
générale du pays. Ouais. Et donc, ça veut dire que votre association, donc Humanisme et Solidarité, elle est soutenue ici en Belgique par LAC, donc Laïcité et Humanisme en Afrique centrale. Oui. Ces dernières années, les deux associations ont vraiment travaillé main dans la main pour réhabiliter des écoles publiques, donc rénover, justement, pour essayer de leur redonner un peu un nouveau souffle. Vous disiez, elles sont un peu aujourd'hui, c'est pas celles qui sont mises en avant nécessairement. Les deux associations ont aussi travaillé sur la formation des enseignants, parce que cette formation, elle fait défaut aujourd'hui en République démocratique du Congo. Oui. Comme les élèves, surtout les enseignants, sont laissés à eux-mêmes, et toujours la pauvreté qui joue, ce qui fait que le train de vie des enseignants n'est pas ce qu'il devrait être, et cela fait que au lieu de s'occuper de l'enseignement proprement dit, de la formation des étudiants, etc., les professeurs, les enseignants sont obligés de chercher à relier les deux bouts du mois pour pouvoir se nourrir et nourrir leurs enfants. Ce qui fait que la qualité de l'enseignement s'en trouve diminuée. Mais avec l'humanisme, solidarité, et avec le LAC, on a eu à reformer plusieurs étudiants, plusieurs enseignants, et dans plusieurs provinces, nous en avons 26. Je crois qu'ils ont dû travailler dans 20 provinces pour recycler les enseignants et remonter les niveaux de l'enseignement. Mais, comme j'ai dit, il y a ce problème de pauvreté qui fait que, on a beau le faire, mais si on ne sait pas le continuer, ça ne vaut pas la peine. Et donc, il faut chercher le moyen de faire en sorte que l'enseignant soit dégagé de certaines contraintes sociales plutôt, et c'est ce à quoi nous allons essayer de nous travailler, donc soit revalorisé aussi, j'imagine. Oui. Alors là, ça doit passer par des mesures politiques. Absolument. Donc, il ne suffit pas, c'est déjà bien que l'État dise que voilà, l'enseignement est gratuit, mais il faut aussi qu'il puisse penser aux enseignants, parce que c'est par eux que le message doit passer. Alors, vous disiez tout à l'heure que vous êtes pour une école publique parce que la laïcité est inscrite dans la Constitution. Quelle est votre vision, à vous, de la laïcité? Parce que c'est vrai qu'ici en Belgique, on a une certaine vision, mais qui n'est peut-être pas celle que vous défendez au Congo. Quelle serait à vous, Pascal Tiamala, votre vision de la laïcité? Ma vision de la laïcité serait dans la définition même de la laïcité. Dans mon pays, on est beaucoup investi dans la religion et dans la politique. Et donc, on a tendance à vouloir mélanger les deux. Et comme les deux ne sont pas toujours dans la même vision, chacun a sa religion, ça arrive qu'il y a beaucoup des discordances dans ce que les gens font. Alors, pour mettre tout le monde d'accord, on doit revenir à la définition, c'est-à-dire faire en sorte que le pouvoir ne soit ni pour les catholiques, ni pour les protestants, ni pour les choses, mais que les pouvoirs garantissent la liberté de chacun à pratiquer ce qu'il pratique, mais qui ne soit pas une référence pour tous ces gens, qu'ils puissent se dire, puisque c'est un de nôtres qui est au pouvoir, donc nous devons faire en sorte que toute la juridiction, toute la conduite du pays soit de tel côté ou de tel côté. Je suis tout à fait pour
la religion de chacun, mais il ne faut pas que cette religion de chacun soit un moyen de privilégier certains au détriment des autres. Ouais. Hein, l'État doit rester neutre, mais protéger quand même chacun dans ce qu'il fait, mais sans se mêler... Oui, sans privilégier une religion plutôt qu'une autre, oui, ce qui permettra aussi d'atténuer les conflits. Hein. On parlait bon, il y a évidemment cet énorme conflit dans le Nord Kivu, mais de façon générale, il peut y avoir des tensions entre différentes tribus ou différents courants, ou différentes religions dans le pays. Donc j'imagine que plus de laïcité permettrait de réduire aussi ces conflits et ces tensions. Absolument, parce que c'est surtout... en plus bon, la religion, oui, il y a actuellement des disputes entre... moi, je suis catholique, moi, je suis Église de l'Éveil, ainsi de suite. Il y a des disputes, mais fondamentalement, on est d'abord tribaliste. Hein? Moi, je suis Moulouba, je suis Kassaïen, je suis de Lubumbashi, etc. Et ça crée des problèmes politiques, hein, des problèmes de vivre ensemble. Alors, je pense que en mettant en place un système politique comme notre pays dit qu'il est laïque, donc en mettant en avant cette laïcité, ça pourrait, je suis certain, faire en sorte que progressivement, on puisse avoir le même soutien de la part des dirigeants, mais surtout être à même de vivre ensemble parce qu'on respecte les mêmes valeurs. Et donc, c'est un problème assez important et je pense que nous pouvons y arriver, mais il faut lutter contre la pauvreté qui est un élément très, très, très dégradant et qui fait que les gens s'occupent plus de vouloir manger, boire, avant de s'occuper Ouais, du reste ou de laïcité. Oui, c'est ça. Qui dit pauvreté dit aussi, on a dit on peut avoir un impact sur l'enseignement, mais qui dit pauvreté dit aussi impact sur les soins de santé. Or, vous êtes médecin, Pascal Tiamala, vous êtes coordonnateur du programme national de lutte contre les hépatites en République démocratique du Congo. Alors, parlons peut-être un petit peu de cette mission que vous avez. Selon l'OMS, 400 millions de personnes sont affectées par les hépatites virales B ou C à travers le monde. Quelle est l'ampleur de ces maladies au Congo? D'abord, cette maladie est très ignorée dans le monde, mais au Congo en particulier. En Congo, on a des problèmes de gastrite, des histoires comme ça. On a parlé du sida parce que les sida, on en a parlé dans le monde, mais on parle peu, on connaît très peu les hépatites. Si bien que les chiffres que nous avons pour la prévalence de la maladie sont tout à fait sous-estimés, hein, parce que nous disons que chez nous, nous avons un taux de 8 à 10%, un taux de prévalence de 8 à 10%, mais compte tenu de nos statistiques qu'on ne maîtrise pas tellement, je pense que ces termes est beaucoup moins valorisé. Alors, ça c'est une chose. Donc, les gens ne savent pas qu'est-ce que c'est l'hépatite. Donc, l'effort que nous devons faire, c'est de pouvoir faire en sorte que nous puissions sensibiliser les gens contre l'hépatite. Et ça, c'est possible parce que malgré tout, l'hépatite B et C, B surtout, c'est transmis comme les sida. Et les sida, nous avons vu que lorsque nous avons été confrontés
à ces fléaux, du moins dans la ville de Kinshasa. On est passé d'un taux de prévalence de plus ou moins 8% à actuellement 1% de la population. Quand on sait que dans la ville de Kinshasa, on est environ à 17 millions, c'est quand même quelque chose d'important. Et je parle surtout de Kinshasa parce qu'effectivement, dans tout ce qu'on fait, on lutte d'abord à Kinshasa et secondairement, on va à l'intérieur du pays. Et donc, c'est une lutte que nous devons mener ensemble avec la communauté internationale parce que c'est une lutte qui intéresse tout le monde. Et si, par malheur, il y a un pays qui est laissé pour compte dans ces histoires, eh ben, on ne sera jamais débarrassé des hépatites. Et les hépatites sont des tueuses silencieuses. Ça tue sans que... Sans qu'on ne le remarque, hein, c'est ça en fait. On peut être contaminé par l'hépatite et puis ne pas avoir vraiment de symptômes pendant plusieurs années et ça se déclare plus tard, c'est ça? Oui, effectivement, ça se déclare plus tard par un ictère, par de l'acide, enfin bref. Quand ça se manifeste, c'est déjà... ça a déjà provoqué beaucoup de dégâts dans l'organisme et au moment où ça se manifeste, c'est le moment où on peut être là juste pour soigner les symptômes, mais pas éradiquer la maladie. Et pourtant, si on la connaît bien avant, il est possible de la supprimer parce qu'il est possible, pour l'hépatite B surtout, de pouvoir vacciner les gens des communautés à risque. Et pour l'hépatite C, c'est vrai qu'on n'a pas encore de vaccin, mais on a des médicaments efficaces, bien que ça coûte extrêmement cher. Mais je pense qu'avec le temps, ça va venir, parce qu'avec le sida, c'était la même chose. On achetait des médicaments qui étaient là à un prix vraiment hors possibilité de la population. Mais maintenant, c'est gratuit. Et parce que c'est gratuit, ça a permis aux gens de bien se discipliner. Et ça veut dire que si on veut aussi que plus de personnes se dépistent, qu'il y ait plus de dépistage de l'hépatite, il faudrait peut-être rendre les médicaments gratuits plus rapidement. Parce que j'imagine que si les patients savent qu'ils peuvent avoir un traitement gratuit, ils seront peut-être plus poussés à aller se faire dépister. Effectivement, ce qui nous arrive actuellement, avec les petites enquêtes que nous faisons, il nous arrive de pouvoir détecter des gens. Voilà, monsieur, madame, vous êtes positif pour l'hépatite. Bon, et maintenant, qu'est-ce que je dois faire? Ah, vous devez acheter les médicaments. Mais je n'ai pas d'argent. Alors, la tendance est de ne pas se faire dépister pour savoir qu'on va mourir de ceci ou de cela. Et donc, il est important que le gouvernement... nous en avons parlé avec le président de la République, qui a été très attentif à cela. Bon, nous allons voir sur le terrain, par exemple, le 28 juillet de cette année, c'est la journée mondiale des hépatites. Nous comptons faire le bilan de ce à quoi nous sommes arrivés depuis que nous avons commencé la lutte. Ouais. Avec effectivement peut-être un système de mutuelle pour rendre ces médicaments plus abordables à la population. Oui, on a commencé un problème de système de mutuelle avec les femmes enceintes. Les femmes enceintes qui accouchent, tout ce qui est accouchement est pris en charge par l'État. Et petit à petit, on va pouvoir arriver à d'autres maladies. Mais pour l'hépatite, il est possible, avec des organisations internationales, de pouvoir avoir ces médicaments à moins cher et même gratuitement. Je suis certain qu'on va pouvoir arriver à résoudre ce problème
des hépatites. Des hépatites. Oui. Pascal Tiamala, au début de l'émission, on a parlé du conflit au nord Kivu. Donc on sait que il y a le M23 qui est soutenu par le Rwanda, qui contrôle vraiment des pans entiers de cette région, une région riche en minerais. On parle de plus de 1,6 million de personnes qui ont été déplacées aujourd'hui, qui se trouvent dans des camps. Beaucoup se trouvent dans des camps en périphérie de Goma. Et j'imagine que les conditions de vie dans ces camps sont aussi propices au développement de maladies, d'épidémies. Est-ce que vous savez un petit peu quelle est la situation sur place en termes sanitaires ? Je dois avouer que je ne connais pas, mais il y a souvent des alertes des maladies telles que le choléra, qui est une maladie de mains sales et qui peuvent se répandre. Les conditions de se déplacer, moi j'avais entendu 7 millions. En plus de la faim, en plus de la pauvreté, viennent s'ajouter les maladies. Je suis sûr que c'est dans un climat très inhumain que ces gens-là vivent. Notre espoir, parce qu'on a vu que l'organisation internationale ne s'occupe pas tellement de cette hécatombe qui chaque fois diminue les populations du pays. On veut nous pousser à la guerre. Je ne sais pas personnellement si la guerre va résoudre le problème, mais quand on ne sait pas faire autrement, on doit être prêt à se défendre coûte que coûte, quoi. Oui, surtout quand on sait, j'imagine, on a parlé beaucoup de lutte contre la pauvreté depuis le début de l'émission. Vous nous avez dit l'enjeu aujourd'hui principal au Congo, c'est la pauvreté, c'est la lutte contre cette pauvreté. Et quand on sait que cette région est pleine de minerais, de richesses en fait, que le Congo regorge de richesses, j'imagine que ça doit être particulièrement frustrant de voir la situation actuelle. Oui, c'est très frustrant, effectivement. Parce que, je ne cite pas les pays, mais il y en a qui ont signé avec ces pays-là, le Rwanda, pour ne citer que lui, pour vendre des produits qu'il n'a pas. C'est quand même pas normal qu'on puisse, par l'intermédiaire d'un... excusez-moi le terme, il est fort, mais enfin d'un voleur, racheter des choses qui ont été volées. Malheureusement, c'est ça la logique internationale. Et j'ai peur qu'on soit amené comme dans les années 60, où nous avions un premier ministre très, très actif, Lumumba, qui n'était pas un communiste, mais qu'on a fait devenir communiste parce que l'autre côté de l'anticommunisme, il avait l'impression qu'on ne faisait rien. Il s'est tourné vers l'URSS et ça a valu sa peine de mort, quoi. Il n'a pas fait 6 mois comme Premier ministre. Alors actuellement, c'est ce qui malheureusement est en train de se dessiner. À partir du moment où l'Occident semble s'en foutre et soutenir le Rwanda, pour des raisons qu'on connaît, qu'est-ce que le Congo va faire sinon d'essayer d'aller de l'autre côté et de demander de l'aide? Alors, on va nous qualifier de tout un tas de termes, mais on doit se défendre. Oui. C'est ça. On ne doit pas se décourager. On devrait travailler ensemble, mais puisqu'on ne sait pas travailler ensemble, on doit essayer de se défendre.
Merci beaucoup Pascal Chiamala. Je rappelle que vous êtes médecin, vous êtes coordonnateur du programme national de lutte contre les hépatites en République démocratique du Congo et vous venez donc d'être élu président de l'association Humanisme et Solidarité qui travaille notamment avec l'association belge LAC, Laïcité et Humanisme en Afrique centrale et qui travaille beaucoup dans les écoles, dans la rénovation des écoles publiques, Absolument. dans la formation des enseignants et la propagation, on va dire, des valeurs humanistes que vous défendez. Merci beaucoup Pascal Chiamala. Merci beaucoup, Merci madame. à vous de nous avoir suivis et une belle soirée à tous.